Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat, comme tous les soirs, du lundi au jeudi à 18h et 22h. On donne du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 23 février. Jean-Luc Mélenchon est-il en train de fracturer la gauche? La stratégie de LFI sur la réforme des retraites a fini par lasser ses alliés politiques et exaspérer les leaders syndicaux. On va décortiquer les raisons de l'isolement de celui qui rassemblait son camp il y a 10 mois seulement, avec près de 7 800 000 voix à la présidentielle. Et puis pour notre second débat, on continue de faire le bilan d'un an de guerre en Ukraine, un conflit qui frappe aussi les civils, près de 20 000 morts et blessés. Comment peux-tu te sentir bien quand quelqu'un meurt tous les jours? Quand mes amis dans d'autres villes écrivent qu'ici une bombe est tombée, que là-bas quelqu'un est mort, que là-bas un camarade de classe a été tué. Comment peux-tu te sentir bien? Bien sûr, ça n'est pas agréable, mais la vie continue et il faut continuer à vivre. La situation militaire est-elle figée aujourd'hui? Quelles armes occidentales sont livrées en ce moment? Quels sont les ressorts de l'extraordinaire résistance ukrainienne? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, quand Jean-Luc Mélenchon sème la zizanie. Dernier épisode, le Conseil politique des Insoumis appelle solennellement les sénateurs de la NUP à tout faire pour empêcher l'adoption de la retraite à 64 ans. Comment vous dire, ils n'ont pas vraiment apprécié la leçon d'opposition. Hugo Lemonnier. Il n'a plus de mandat, mais reste omniprésent. Jean-Luc Mélenchon continue de concentrer les critiques adressées à la France insoumise. Exemple, lorsque LFI demande aux sénateurs de gauche de tout faire pour empêcher l'adoption de la retraite à 64 ans. La réaction est immédiate dans les rangs socialistes. Nous n'avons rien demandé à Jean-Luc Mélenchon et nous ne l'avons pas attendu. Nous ne sommes pas non plus des idiots qui attendons que son oracle tombe. Nous regardons par contre comment être le plus utile possible pour accompagner et soutenir le mouvement social. La stratégie d'obstruction adoptée par la France insoumise à l'Assemblée a laissé des traces au sein de la NUPES. En témoigne l'embarras de la députée écologiste Sandrine Rousseau. En tous les cas, c'est une stratégie que je n'ai pas partagée. Je ne suis pas certaine qu'on puisse mener un combat aussi important que celui des retraites en étant sur une stratégie qui soit isolée. Parce que ce soit Philippe Martinez ou Laurent Berger ou nous au sein de la NUPS, nous avions pour idée d'aller à cet article 7, d'en discuter, puisque c'était le cœur de la réforme, et que probablement nous le devions quand même aux citoyens et citoyennes. Du côté des organisations syndicales, colère froide de Laurent Berger. Il y a des millions de citoyens, de travailleurs, qui manifestent plusieurs jours durant contre le report de l'âge, principalement à 64 ans. Et la représentation nationale ne débat pas de ce sujet-là. C'est un double problème. Je vous dis, le premier problème, c'est un délai contraint. On ne peut pas avoir un délai contraint en termes de procédure parlementaire sur un sujet aussi important que cette réforme des retraites. Le deuxième problème, c'est le comportement de certains députés, notamment de la France insoumise, qui ont considéré que l'obstruction était plus, contre l'avis de toutes les organisations syndicales, était plus bénéfique que d'aller à l'article 7. En réaction, Jean-Luc Mélenchon a appelé à oublier des propos diviseurs, remerciant les députés qui ont bloqué l'adoption de la retraite à 64 ans. Le leader insoumis à la une de la presse aujourd'hui, l'écrasant monsieur Mélenchon pour Libération. Vous voyez également le Figaro, Jean-Luc Mélenchon de plus en plus isolé. On peut remonter aussi à cette enquête de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. C'était mardi sur la démocratie interne chez LFI, ou encore le magazine Le Point qui torpille les bourgeois mélenchonistes. Les premiers débats sur la réforme des retraites ont fait des dégâts pour l'ancien candidat à la présidentielle. On vous explique pourquoi avec Catherine Tricot. Bonsoir, vous êtes directrice de la revue Regard. Frédéric Savicki, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pascal Perrineau, bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Politologue et professeur à Sciences Po Paris. Et Mathilde Sirot, bonsoir Mathilde. Bonsoir. Heureux de vous retrouver, journaliste politique, éditorialiste, Sens Public. Catherine Tricot, je monte la une de la revue Regard qui est dans les kiosques en ce moment, qui concerne donc échec et mythe, Occident, échec et mythe. Mais alors si je me souviens bien, il y a quoi, une petite année, la revue Regard soutenait Jean-Luc Mélenchon. Il y avait eu cette une, la gauche c'est lui, si je me souviens bien. On a des élections, en effet. Ouais. Est-ce que vous êtes déçu aujourd'hui?
Déçu, non. Enfin, je peux pas vraiment dire ça parce que pour être déçu, il faut tout attendre, faut beaucoup attendre. Ouais. Jean-Luc Mélenchon avait réussi à rassembler l'essentiel de la gauche et c'est pour ça qu'on l'avait d'ailleurs soutenu à l'époque parce qu'il était le candidat qui s'imposait à toute la gauche. Mais on sait quand même, pour ceux qui suivent la vie politique, que Jean-Luc Mélenchon est quand même un monsieur très versatile et qu'il change de point de vue. Il y a 10 ans, il quitte le Parti socialiste pour créer le parti de gauche et maintenant il agonie les partis et la gauche. Il revendique le bruit et la fureur et en même temps il se prévaut de Jaurès et de Mitterrand. C'est-à-dire qu'en fait il manie les choses au gré du vent, au gré des circonstances, avec assez peu de constance. Là en ce moment il est comme en 2017 à l'issue des élections où il avait rassemblé déjà beaucoup de monde, 18%. Il est dans une politique de rupture et de clash. Il nettoie le paysage. Il nettoie le paysage. Il a dégagé, on se souvient, il y a quelques semaines, quelques mois, tous ceux qui, à l'intérieur du parti, n'étaient pas forcément ses opposants, mais simplement risquaient de lui faire ombre pour sa stratégie personnelle de retour aux affaires au premier plan. Et donc, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Ruffin, Clémentine Autain, Coquerel en ont fait les frais. Et maintenant, c'est avec ses alliés, entre guillemets, de la NUPES, qu'il est très, très indélicat et avec l'ensemble des syndicats aussi. Oui. Donc c'est un monsieur qui est changeant. Et des fois il rassemble et des fois il clive et là il est dans une séquence, il clive. Frédéric Savicki, comment vous analysez cette mauvaise passe? Est-ce qu'il y a une stratégie Mélenchon, effectivement? Il y a peut-être des tactiques et par contre une stratégie constante, c'est quand même assez peu lisible. Enfin, ça dépend si on parle que de la stratégie à propos de la réforme des retraites ou de manière plus générale. Plus généralement, ce qui est curieux, c'est que Jean-Luc Mélenchon a décidé de ne pas se représenter aux élections législatives, donc de se mettre en retrait et de ne pas être en mesure de peser, en tout cas directement, sur l'organisation de son groupe, au moment même où son groupe passe quand même, rappelons-le, de 15 à 75 députés, sa multiplication par 5. C'est quand même très, très important. On n'est plus dans la même configuration. L'autre ambiguïté, c'est que vous vous souvenez que peu après l'élection présidentielle, il a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, en tout cas une présidentiel. Une quatrième candidature, laissant le soin, au fond, à son organisation de faire naître un peu, je ne sais pas comment, un nouveau ou une nouvelle leader. Donc là, tout en restant présent, au fond, il brouille le message. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très très bien finalement quel est son statut. Est-ce que ça doit être un grand sage qui prend du recul ou est-ce que ce doit être quelqu'un qui doit continuer à intervenir? Et donc effectivement, cette versatilité, moi je la lis pas en fonction de la psychologie de Mélenchon, mais par rapport à la difficulté qu'il a finalement de bien savoir ce qu'il veut. C'est-à-dire, et je pense que ce qui s'est passé aussi ces derniers mois, c'est qu'il a un peu perdu le contrôle quand même sur son groupe. Il y a eu l'affaire Caténin, ce qu'il a quand même considérablement affaibli, puisque c'était son poulain. Il a ensuite essayé de pousser Manuel Bompard à prendre la suite, mais il était beaucoup moins consensuel. Beaucoup des nouveaux députés élus sous la bannière LFI ne sont pas aussi redevables que l'étaient la première génération vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont été élus grâce à la NUPES, ils le savent. Ils n'ont pas été élus simplement parce que Mélenchon a fait un bon score à l'élection présidentielle, parce qu'ils étaient candidats uniques et ils ont bénéficié. Et je pense qu'il y a moins cette soumission, cette dévotion au leader qu'il y avait avant, et Jean-Luc Mélenchon le sent sans doute, et donc essaye malgré tout de peser. Puis il y a un troisième problème, qui est un problème constant depuis très longtemps avec LFI et Jean-Luc Mélenchon, c'est son rapport aux organisations syndicales. Alors ça, on y reviendra. Voilà, donc, qui aussi, là, est quand même au cœur aussi de la polémique. Et de cette séquence actuelle. Et de cette séquence évidemment, et ça, on y reviendra en détail. Pascal Perrineau, effectivement, c'est plus difficile, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais de peser sur un groupe quand on n'y siège pas. Si on parle de la relation de pouvoir entre Jean-Luc Mélenchon et les députés, ne serait-ce que seulement les députés LFI déjà. C'est une vraie erreur stratégique qu'il a Oui, c'est certainement une erreur stratégique de ne pas s'être représenté, parce qu'on l'a vu dans le débat sur la réforme des retraites, ça s'est passé, certes beaucoup dans la rue, mais ça s'est beaucoup passé également à l'Assemblée nationale. Et donc la voix de Mélenchon n'était qu'une voix indirecte, et on avait l'impression qu'il était toujours à la marge en train de corriger telle ou telle attitude de tel ou tel député du groupe. Mais surtout, je crois que Jean-Luc Mélenchon a fait croire à la Lune.
Il a fait croire à la Lune, il a fait croire que la gauche était puissante en France. La gauche, quand vous prenez ça sous la Ve République, c'est une de ses périodes les plus affaiblies. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion aujourd'hui, à peu près 1 Français sur 4 se sent de gauche. Hein. Donc on est dans un niveau extrêmement bas pour la gauche. Il a fait croire qu'il y avait une union de la gauche, mais la NUPES, c'est pas une union de la gauche. Une union de la gauche, c'est quand toutes les familles ont une capacité à présenter leur candidat et ensuite, au second tour, les électeurs de gauche vont vers le candidat qui a été choisi au premier tour par ce qu'on appelait jadis le peuple de gauche. La NUPES, c'est quoi ? C'est une mise sous influence de la France insoumise, des appareils traditionnels de la gauche, le Parti socialiste et les Verts. Et donc, il était inévitable que tout ça, j'allais dire, éclate. Bien sûr, les socialistes reprennent. Les socialistes, attendez, ils ne se retrouvent pas du tout dans les 3/4 des positions des LFI. Même chose pour les écologistes. Donc chacun reprend ses billes. Et d'ailleurs, c'était sensible dès le début. Quand les socialistes et les écologistes ont dit « mais il n'est pas question d'un groupe unique ». NUPES. Hein. Nous avons chacun notre groupe, puis il y a un vague intergroupe qui est là juste pour la façade et pour la cosmétique. Donc Jean-Luc Mélenchon, il a fait croire aussi qu'il pouvait devenir Premier ministre. Enfin, tout le monde savait très bien, à commencer par lui, qu'il n'était pas question qu'il devienne Premier ministre. Donc ça fait beaucoup d'illusions pour cette gauche. Et puis, c'est une gauche tout à fait particulière parce que la gauche, elle s'est toujours rassemblée quand il y avait un centre de gravité à cette gauche. Et ce centre de gravité, c'était le Parti socialiste. Hein. Et puis avant, le Parti radical et radical-socialiste sous la Troisième République. C'est une gauche à l'extrême des familles de la gauche. Et il n'y a jamais eu d'union durable quand c'est un parti extrême qui cherche à organiser le combat de l'ensemble de la gauche. Alors on va y revenir évidemment, mais je voudrais avec vous Mathilde qu'on s'intéresse peut-être un peu plus à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous expliquez ce désamour croissant de la gauche vis-à-vis de lui ? Alors nous assistons, Thomas, à une sorte de démélenchonisation des esprits, j'ai réussi à le dire. Oui, alors vous aimez le risque, hein, parce que écrire ça dans sa chronique, c'était osé, bravo. En quelque sorte, un processus qui pourrait prendre de l'ampleur et qui révèle les faiblesses d'un chef de parti, on l'a dit, en perte de vitesse. Il faut dire que le triple candidat à la présidentielle est capable des meilleurs coups de génie, on se souvient de sa formule « Élisez-moi Premier ministre » au sortir de la présidentielle, comme des pires coups de sang, la République, c'est moi, c'était en 2018, on s'en souvient. Jean-Luc Mélenchon, c'est la démocratie et le peuple en étendard, tout en gérant son parti plus ou moins comme une dictature. Et pour comprendre ces dérives, il faut aller voir du côté de ses inspirations. L'insoumis en chef aime les leaders charismatiques, autoritaires. On trouve dans son panthéon personnel Robespierre, évidemment, mais aussi l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, ou encore Fidel Castro. Jean-Luc Mélenchon est favorable à l'union, à condition bien sûr qu'elle soit à son service. Or, s'il a réussi à bâtir la NUP, une alliance électorale bien fragile, il a commis l'erreur, on l'a dit, de se placer en surplomb, de ne pas se représenter, et tout en voulant continuant à tirer les ficelles à l'Assemblée. Et difficile en réalité d'imposer sa ligne à coups de tweets. Et résultat, la NUP lui échappe, et même son propre groupe de 75 députés insoumis. Alors, est-ce qu'on peut imaginer ce que serait LFI et la gauche sans Mélenchon ? Alors on imagine que Jean-Luc Mélenchon va tout faire pour tenter de retrouver le contrôle. On sait qu'il a de la ressource, mais il doit désormais gérer des frondeurs. La rupture avec Alexis Corbière, un historique de sa garde rapprochée, en est l'illustration. Il entretient le doute aussi sur une 4e candidature en 2017, mais en réalité... 2027, pardon. Oui. C'est retour vers le futur, en fait. Exactement, c'est un petit peu ça. Ouais. Et en réalité, on voit bien que sa succession est dans toutes les têtes. C'est François Ruffin qui dit qu'il n'exclut pas de se présenter un jour, Clémentine Autain qui a fait savoir qu'elle serait partie prenante pour la prochaine élection présidentielle. Et à gauche, il n'a plus le monopole de la radicalité. En témoigne la place qu'a prise Sandrine Rousseau, qui, d'ailleurs, n'hésite plus à le défier. On écoute Sandrine Rousseau.
Je pense que ça signe un peu la fin d'un acte 1 de la NUPES qui a fonctionné jusqu'à présent, qui était issu de l'élection présidentielle et que maintenant nous devons passer à un acte 2, lequel acte 2 doit être fait essentiellement, d'abord à mon avis au sein de l'Assemblée et puis après on verra ce que les partis souhaitent faire. Mais en tous les cas au sein de l'Assemblée, je pense qu'il va falloir revoir en effet la manière dont nous fonctionnons. Comment ? En faisant en sorte qu'il y ait une coordination qui prenne des décisions avec quelque chose qui soit beaucoup plus finalement clair et démocratique, j'ai envie de dire. S'il y a trop d'hégémonie de la France insoumise au sein de la NUP. C'est pas une question d'hégémonie, c'est une question de vouloir continuer sur la ligne de LFI. Et la LFI je pense qu'il y a une différence entre LFI et la NUPS. Voilà, cette hégémonie, alors reste à savoir si c'est la gauche contestataire et protestataire qui la conservera, ou au contraire, si le retrait du tribun Mélenchon petit à petit ouvrira un nouvel espace pour la gauche, et notamment la gauche de gouvernement, et pourrait permettre le retour d'une offre plutôt social-démocrate. C'est le pari, par exemple, d'un Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup, Mathilde. Catherine Tricot, est-ce que Sandrine Rousseau, qu'on vient d'entendre, elle incarne pas finalement une nouvelle forme de radicalité plus moderne que celle de Jean-Luc Mélenchon? Certainement, c'est pas tout à fait sur les mêmes sujets, mais mais il y a cette impression ou réalité de radicalité. Elle n'est pas là, c'est ce que je veux dire. François Ruffin, que vous avez signé au dont vous avez parlé dans votre chronique, ou Clémentine Autain aussi, sont d'autres façons d'incarner une certaine radicalité. Ce que je crois, c'est que Jean-Luc Mélenchon a réussi à rassembler 22% sur son nom, pas sur une ligne justement de bruit et de fureur. C'est précisément parce que c'est un caméléon qui est capable de se mettre dans la position du rassembleur de toute la gauche. Vous avez raison de dire que la gauche est très faible, mais même dans cette faiblesse, c'est lui qui a réussi sur une position relativement claire de rupture avec le bilan de Hollande, quand bien même ça ferait de la peine à Bernard Cazeneuve. C'est quand même plutôt sur ce point-là que la gauche se retrouve aujourd'hui. Et en gommant un peu ce que vous nous dites, le bruit et la fureur pendant sa campagne présidentielle, c'est ça très clairement, la campagne de l'élection présidentielle n'était pas du tout à l'image du comportement des députés à l'Assemblée nationale. Enfin, il a été très, comme d'habitude, très pédagogique sur les plateaux. Il était dans son habit de sénateur. On va dire qu'il a été quand même pendant 30 ans. Il sait être, je dirais, un homme de la République française. Mais il sait aussi s'en écarter, ou quand il décide de s'en écarter. Et là, il a très clairement choisi d'être dans une position de colère et de rupture. Et il recommence sur la colère et la rupture à l'égard de tous ses partenaires, à l'égard des journaux, des journalistes. Enfin, la dernière ça a toujours été. Plus ou moins. Pendant la campagne, moins désagréable avec les journalistes. Exactement, pendant la campagne des présidentielles, il était moins désagréable, tandis que la dernière émission sur BFM, il est arrivé, la première minute, il a commencé à engueuler tout le plateau, quoi. Il n'était pas assis, que c'était déjà la crise. Donc, je veux dire, on voit bien qu'il est dans des oscillations qui correspondent et à ses hésitations et à son appréciation du moment, c'est-à-dire ce qu'il pense être l'état d'esprit du pays et comment il pense qu'il doit le représenter à ce moment-là. Il sait bien que l'élection présidentielle, il faut être crédible. Et là, il pense que le pays est en colère et en éruption, on est au bord d'une révolution en France et que donc, lui, se veut être en situation d'être présent dans ce cas-là. Je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, c'est ça son impression. Je rappelle le score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de cette présidentielle. C'était il y a un peu plus de 10 mois, 7 800 000 voix, près de 7 800 000, 21,95% des voix. Est-ce qu'on peut dire, Frédéric Savicki, qu'il a dilapidé cet espoir, ou est-ce que c'était un faux score, parce qu'il y a eu beaucoup on va dire, de votes par défaut ou de votes efficaces de la part des électeurs de gauche? Oui, mais c'est déjà le cas en 2017. Donc, vous vous souvenez qu'entre 2017 et 2022, LFI a eu beaucoup de contre-performances électorales qui ont suivi. Et néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, et c'est aussi comme ça que s'imagine, disons, la situation de beaucoup de son entourage, a quand même réussi à faire mieux qu'il l'avait fait en 2017. Donc finalement... Et après La République c'est moi, pardon de nous interrompre, sur ce plateau on aurait dit l'avenir de Jean-Luc Mélenchon, on aurait fait ce signe-là. On peut, disons, trouver un certain nombre de raisons qui font qu'il pense que cette stratégie alternative entre une fois, on pourrait dire, le tribun populiste et puis plutôt le rassembleur de la gauche est quelque chose qui finalement ne nuit pas à son capital électoral. Bon, alors aujourd'hui la situation est différente parce que c'est d'abord ça serait
il a déjà été candidat, on l'a rappelé 3 fois, une 4e fois. Il a pris de l'âge, il n'est plus en position au Parlement d'être le porte-parole officiel finalement dans les débats. Et malgré tout, il a, même si c'est sur un capital électoral faible, il a redonné des couleurs à ses partenaires. C'est-à-dire que les écologistes n'auraient pas eu un groupe d'une 20aine de députés s'il n'y avait pas eu l'accord de la NUPES. Je ne suis pas sûr que les socialistes aient réussi à sauver, bon, ça peut se discuter, un groupe de 30, les communistes, etc. Donc, ça a été la condition du rassemblement. Mais maintenant, effectivement, j'allais dire, ces partis sont beaucoup plus qu'ils ne l'étaient en 2017 en situation de lui contester le leadership. Et bon, je pense que le caractère cyclotimique de ces positions vise à réasseoir à chaque fois finalement sa suprématie. Et il faut dire que pour l'instant, on a évoqué des noms, mais enfin, on ne voit pas très bien aujourd'hui à gauche, y compris au sein du Parti socialiste, quelles que soient les velléités de Bernard Cazeneuve. On ne peut pas dire que ça déchaîne l'engouement, même s'il y a quelques présidents de conseils généraux ou maires de villes socialistes qui s'y rattachent. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même un vide, quoi. On a du mal à imaginer qui, homme ou femme, pourrait... J'allais dire, heureusement, c'est dans 4 ans. Mais bon. Bah non, parce qu'une présidentielle, ça ne s'improvise pas. Alors bien sûr, on va dire, Emmanuel Macron a réussi ce hold-up en s'y préparant 2 ans à l'avance. Mais enfin, vu la situation politique très fragile dans laquelle est la gauche, vu la nécessité quand même dans laquelle elle serait de proposer un projet crédible et rassembleur, bah, on ne voit pas très bien effectivement qui pourrait encore aujourd'hui lui faire de l'ombre. Donc je n'enterrerai pas forcément trop vite Jean-Luc Mélenchon, non pas à cause de ses qualités intrinsèques, mais aussi à cause de l'extrême faiblesse et division des autres partis. Et on a vu que les partis socialistes n'avaient pas vraiment donné l'exemple du rassemblement. Quant aux écologistes, on peut leur faire confiance quand même sur leur grande capacité aussi à continuer de se déchirer. Il n'y a que le Parti communiste qui réussit à se rassembler derrière le leader. Mais enfin, on imagine difficilement Roussel pouvant, incarner un rassemblement à gauche dans la perspective présidentielle. Je pense quand même que la question de l'avenir de l'après-Mélenchon est une question ouverte. C'est-à-dire qu'elle, de toute façon, elle est ouverte par nécessité, que ça nous plaise ou pas, nous sommes mortels et même lui. Donc, il y a un moment donné, ça va s'arrêter, cette affaire. Donc, il va bien falloir qu'il y ait une suite. Et je pense quand même qu'un certain nombre de gens s'y préparent. Et dans cette stratégie de se préparer à la suite, je pense qu'ils intègrent le fait qu'il faut rassembler toute la gauche. C'est-à-dire que quand on voit le positionnement de François Ruffin ou de Clémentine Autain, on voit bien que... Oui, François Ruffin, il a passé une petite étape encore cette semaine, en étant un peu plus précis sur l'ambition présidentielle. Pas seulement de leur point de vue, c'est aussi à qui ils s'adressent. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand François Ruffin dit « je suis social-démocrate », en fait, social et démocrate, ça ne veut pas dire qu'il est socialiste, évidemment, mais néanmoins, il a fait un clin d'œil assez fort, assez appuyé au-delà des rives de la France insoumise. Clémentine Autain, elle fait aussi ses appels du côté des féministes et voilà, on peut dire que l'un et l'autre cherchent à dépasser les frontières de la France insoumise pour préparer une alternative à Jean-Luc Mélenchon en 2027. Oui, c'est aussi évidemment une question d'espace politique. Alors Jean-Luc Mélenchon, il a depuis 24 heures rajouté à la liste de ses alliés exaspérés, on va dire ça comme ça, la gauche sénatoriale. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils n'étaient pas déjà un peu exaspérés avant, mais bref, le Conseil politique des Insoumis a appelé solennellement les sénateurs de la NUP à, je les cite, un tout faire pour empêcher l'adoption de la retraite à 64 ans. Réaction de la sénatrice socialiste de l'Oise, Laurence Rossignol, sur Twitter. Voilà ce qui nous manquait pour le débat retraite, les consignes de LFI aux sénateurs de gauche. Au Sénat, on dit gauche à l'ancienne. Heureusement qu'ils sont là pour nous dire de nous opposer. On n'y aurait pas pensé nous-mêmes. Manuel Bompard, coordinateur de LFI, a tenté de déminer. C'était lors d'une conférence de presse hier soir. On l'écoute. La France Insoumise n'a pas de groupe au Sénat. Et donc, nous pensons que, puisque nous sommes dans une alliance qui s'appelle la NUPES, et que les 3 autres composantes politiques qui participent de la NUPES ont des groupes au Sénat, il est de notre responsabilité de leur indiquer quel est notre regard sur la situation. Et il ne s'agit pas de donner des leçons à qui que ce soit. Chaque groupe au Sénat est autonome et il prendra les décisions qu'il l'entend. Alors, on va aller à la source grâce à Tam Tranui qui peut nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Tam et bienvenue puisque vous allez nous expliquer comment la gauche sénatoriale va s'opposer à cette réforme des retraites. Elle n'a pas attendu Manuel Bompard, effectivement. Elle va s'opposer fermement, frontalement au projet du gouvernement qui est soutenu au Sénat par la droite et le centre. Mais sa stratégie, elle sera bien plus mesurée que celle que l'on a pu voir à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, rappelez-vous, il y avait eu 20 000 amendements qui avaient été déposés, attendez-vous, à quasiment
10 fois moins au Sénat, puisque les 3 groupes de gauche, socialistes, écologistes, communistes, prévoient de déposer autour de 1500, 2000 amendements, auxquels il faudra aussi ajouter quelques centaines d'amendements de la part de la droite et du centre. Et en plus de ça, ils vont aussi défendre toutes les motions de procédure possibles et prévues. Ce sont les moments où les groupes demandent à ce que le texte ne soit pas débattu, soit parce qu'ils le jugent par exemple contraire à la Constitution, ou soit parce que par exemple ils demandent un référendum. Eh bien ces motions, elles vont être tour à tour défendues par les groupes les 2 premiers jours d'examen, mais il n'y a absolument aucun suspense. Elles vont être rejetées et donc le Sénat va ensuite débattre du projet de loi. Et ça fera plaisir aux leaders syndicaux, le Sénat va enfin débattre de l'article 7, l'article central de cette réforme. Et oui, puisque les sénateurs de l'opposition ne veulent pas du tout du scénario qui s'est déroulé au Palais Bourbon. Ils veulent à tout prix débattre du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Et ils vont pour cela coordonner leur action. D'ailleurs, la semaine prochaine, ils annoncent déjà une conférence de presse commune qui aura lieu d'ailleurs mercredi. Car il faut dire qu'il faut aussi viser finement. Il faut débattre de l'article 7, mais après la mobilisation du 7 mars. C'est ça tout l'enjeu, la mobilisation du 7 mars, cette grande journée de blocage qui est déjà annoncée par les syndicats depuis plusieurs semaines. La gauche sénatoriale ne veut surtout pas que l'article 7 soit débattu et vraisemblablement adopté par le Sénat, où, je le rappelle, la majorité du droit et du centre vote le report de l'âge légal déjà depuis 5 ans dans l'hémicycle. Ils ne veulent pas donc qu'il y ait l'adoption de ce texte avant que ce qui s'annonce comme une démonstration de force. Vous imaginez bien sûr le coup que ça ferait au moral des troupes dans la rue si l'article contre lequel ils se battent est adopté avant que les cortèges se mettent en marche. Et surtout, les sénateurs de gauche veulent pour la plupart ne pas aller jusqu'au bout du texte. Ils ne veulent pas de vote final. Ils devraient donc aussi utiliser toutes les armes possibles pour ralentir ensuite l'examen du projet de loi. Outre les amendements, vous avez les prises de parole, vous avez les rappels au règlement, vous avez les demandes de scrutin public. Bref, ils vont faire de l'obstruction, plus soft qu'à l'Assemblée, mais de l'obstruction quand même. Est-ce qu'ils vont arriver à leur fin, ne pas voter sur l'ensemble du texte? Alors franchement, j'ai pas de boule de cristal, j'y mettrai pas ma main à couper. Le gouvernement et la majorité sénatoriale ont aussi à leur disposition des outils, en revanche, pour accélérer le débat. Par exemple, en 2010, lors de l'examen de la réforme des retraites qui avait permis de reporter l'âge légal de départ de 60 à 62 ans, le gouvernement avait fini par utiliser la procédure du vote bloqué. Le débat au Sénat s'était enlisé sur 3 semaines et le gouvernement avait fini par demander aux sénateurs de se prononcer par un seul vote sur la fin du texte en ne retenant que les amendements qu'ils voulaient. Et ça, c'est encore possible sur ce texte. Vous avez aussi les armes à la main de la majorité sénatoriale. Par exemple, l'article 38 du règlement du Sénat qui permet d'écourter très fortement les débats en obligeant à voter sur un article ou un texte même à main levée. Et ça seulement après que l'orateur de l'opposition aura pris la parole. Enfin, il faut 2 orateurs de l'opposition qui prennent la parole. Vous avez aussi encore un autre article. Là, on a regardé tout le règlement du Sénat, c'est l'article 47.2 qui permet d'attribuer un temps défini à chaque groupe. Bref, il y a tous les outils techniques à disposition pour faire adopter ce projet de loi. Mais il y a une donnée qui ne figure nulle part dans le règlement du Sénat, c'est l'effet qu'aurait le recours à ces procédures sur les nombreux Français opposés à la réforme. Est-ce que là, cela ne risque pas d'envenimer la situation? Bref, heureusement, la politique, ce n'est pas seulement de la technique et de la guérilla parlementaire. Merci beaucoup, Tam, pour toutes ces explications. On est rentré effectivement dans les arcanes du fonctionnement du Sénat et ça nous projette vers ce que sera notre antenne dans les jours, les 11 jours où le texte sera examiné, puisqu'on va vraiment donner une large part à l'examen de ce texte. Pascal Perrineau, ça va faire du bien peut-être de parler du fond. On peut aussi dire ça. Ça va faire du bien, certainement, de parler du fond, et ça va faire du bien aussi de voir une assemblée parlementaire arriver à nouer un débat démocratique, ce qui n'a pas été le cas à l'Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale a été transformée, j'allais dire, en lieu de guérilla. C'est pas nouveau, c'est déjà arrivé dans notre histoire parlementaire. Oui, bien sûr. C'est pas la première fois. Et parfois avec beaucoup plus d'amendements. Il y a des avalanches d'amendements, etc. Mais là, il y avait une certaine... j'allais dire, attitude de nombre de députés de LFI qui montrait véritablement qu'ils n'en avaient rien à cirer de ce lieu de la représentation nationale qu'est l'Assemblée nationale. Le recours aux injures était en particulier tout de même montrait qu'une partie de ce personnel n'a pas l'habitude d'être dans des assemblées élues
et fonctionnent donc avec complètement d'autres réactions, un autre logiciel. Ils ne savent pas très bien ce que c'est que de représenter le peuple. Et ils considèrent assez souvent, quand vous écoutez parfois certains jeunes députés de LFI, que la véritable démocratie, au fond, c'est la rue. Ça n'est pas une assemblée élue. Et je crois que pour essayer de bien comprendre cette culture de LFI, il faut bien comprendre que dans la gauche française, il y a plusieurs cultures. Et il y a une culture en particulier qu'on pourrait appeler mouvementiste, qui considère que, au fond, le lieu essentiel de la démocratie, ce sont les manifestations, c'est la rue. Ça n'est pas du tout l'Assemblée nationale ou le Sénat. On connaît ça d'ailleurs dans, j'allais dire, ce que le marxisme distinguait jadis, quand il distinguait la démocratie formelle et la démocratie réelle. Au fond, le lieu des assemblées, c'est la démocratie formelle, ça n'est pas très intéressant. Il y a des lieux qui sont beaucoup plus significatifs de ce qu'ils appelaient la démocratie réelle. Et je crois que chez Mélenchon, chez nombre de députés de la France insoumise, c'est là qu'il y a cette culture qu'on ne retrouve pas du tout de la même manière parmi les élus socialistes, on a vu les réactions des élus socialistes, ou même parmi les élus écologistes. Ouais, et ça pose évidemment la question du fonctionnement démocratique du parti LFI lui-même. Question posée par Clémentine Autain. Tiens, regardez, à la une de Libération, elle fait partie de celles et ceux qui demandent plus de démocratie à la France insoumise. Elle l'avait également exprimé sur France Info. On écoute la députée de Seine-Saint-Denis. Je pense qu'il faut avancer vers davantage de délibération collective. Il faut donner plus de moyens aux groupes d'action et il faut faire vivre un état d'esprit qui est l'état d'esprit du pluralisme. Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'on peut progresser, clairement. Oui, on peut progresser sur ces sujets. Catherine Tricot, est-ce que, on l'a évoqué mais très vite, est-ce que l'affaire Quatennens, ça a été une rupture interne au sein du parti LFI ? Je le crois pas seulement pour l'objet lui-même. C'est-à-dire que c'est aussi... Jean-Luc Mélenchon a exigé une absolue discipline autour de sa position. C'est-à-dire que je pense qu'il n'a pas compris le moment politique, le moment social. Ouais. Il ne comprend pas qu'il n'est plus possible de soutenir, comme il l'a fait, un député qui file des baffes à sa femme. Ça paraît pas possible. Mais il n'a pas compris que des députés disent non, ça c'est le point de limite. On ne le fera pas. Et donc là, Jean-Luc Mélenchon, il exige une absolue fidélité à ses ordres. Et je voudrais revenir un instant sur ce qui s'est passé cette semaine que raconte Le Figaro. C'est que mardi, les députés de la France insoumise avaient voté majoritairement pour retirer leurs amendements de façon à ce qu'on puisse aller à la discussion de l'article 7. Mais très majoritairement. Et Jean-Luc Mélenchon n'en a pas été satisfait, donc il a fait reconvoquer le groupe pour obtenir un nouveau vote qui a inversé... Votez jusqu'à ce que vous soyez d'accord avec moi, grosso modo. Hein. Exactement. Et bien ça, ce n'est pas possible, quoi. Je veux dire, je pense que c'est... L'affaire Quatennens, elle est révélatrice aussi de quelqu'un qui dirige de l'extérieur, mais qui dirige d'une main de fer. Et on est avec moi ou on est contre moi. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon est quand même quelqu'un qui exige absolue fidélité. En politique, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce qu'on est dans un moment compliqué, donc il y a besoin d'avoir une certaine liberté. Il faut que ça puisse respirer, il faut que ça puisse discuter. Si ça ne discute pas, ça va forcément dans le ravin à un moment donné. Quand bien même Jean-Luc Mélenchon serait super génial, il est forcément... On ne peut pas diriger seul une organisation et prétendre en plus diriger un pays comme la France simplement sur une technique, je dirais, d'un autoritarisme comme celle qu'il pratique. Se débarrasser de ses plus fidèles soutiens comme... Corbière, Coquerel et Garrido sont quand même, notamment Garrido et Corbière étaient avec lui au Parti Socialiste. C'est le point de rupture, oui. Ah, mais c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Et ce sont des gens qui l'ont accompagné dans toutes ses batailles. Et là, d'un seul coup, il leur a dit dehors. Je veux dire, ils en sont totalement surpris. La fin du gourou Mélenchon, quelque part. Enfin, la fin du gourou, non. Justement, il est gourou et même à l'égard de ses plus proches. Il exige absolue fidélité et s'il y a le moindre doute... Est-ce qu'on le découvre vraiment maintenant, Catherine Tricot ? Non, parce que... Moi, je pensais qu'il y avait quand même un sens politique. Là, pour moi, ça ne fait pas sens politique. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose d'absurde à imaginer qu'on peut devenir président de la République, Premier ministre, chef de l'opposition, en se comportant de cette manière à l'égard de tous. Pascal Perrineau, un mot rapide et ensuite... Oui, extrêmement rapide. C'est vrai que ça semble complètement absurde.
son attitude. Mais enfin, quand vous regardez les cultures partisanes des différentes formations de la gauche, il y a beaucoup plus d'organisations qui sont des organisations autoritaires, qui fonctionnent au culte du chef, que d'organisations. Ah, écoutez, l'OCI, c'est sa matrice, mais non, le PC, c'est pas pareil. Oui, mais enfin, on pourrait. Le PC, pendant des années, c'était pas le lieu même de la démocratie partisane. Et les filles, au fond, mais pas forcément de la personnalisation. Oui, parfois, ça allait avec la personnalisation. Il y avait quand même un bureau politique qui décidait, puis ensuite tout le monde s'alignait, c'était pas aussi personnel. Je pense. Mais c'est vrai que là, les modèles, on le citait tout à l'heure, les modèles de Jean-Luc Mélenchon sont tout de même tout à fait particuliers. Chavez, Castro, je veux dire, on n'est pas au cœur d'une démocratie pluraliste. Hein. Frédéric Savicki, il y a un autre exemple qui était cité, je crois que c'était par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, qui raconte l'histoire de la journée du 16 février. Il y a un meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier qui est financé par LFI et le même jour, et qui est organisé, c'est ça qui est important, le même jour, à la même heure que le meeting de Clémentine Autain, Corbière, Herriot, etc., qui, lui, ne sera pas financé par le parti. Donc, enfin, voilà, c'est quoi? C'est la démonstration que LFI sert d'abord Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi simple que ça. Je veux bien qu'on parle de culture partisane, mais dans le cas de LFI, il n'y a pas de culture partisane, parce que pour l'instant, il n'y a pas de parti. C'est-à-dire que c'est presque revendiqué. On a une organisation, je dirais, très labile, qui est essentiellement une société de cours. Hein. C'est comme ça que ça s'est construit, autour de la personnalité de Mélenchon, qui apporte tout le crédit, ou l'essentiel du crédit au parti, puisque c'est grâce à son score à l'élection présidentielle que, derrière, il peut y avoir des députés élus, derrière il peut y avoir des financements, etc. Et donc LFI a refusé, après 2017, de s'institutionnaliser, c'est-à-dire d'adopter des procédures pour désigner les représentants, d'abord les candidats aux élections, ensuite les dirigeants du parti, a refusé de créer des sections, ou l'équivalent en tout cas d'une organisation territoriale avec des délégués. Et puis, voilà, il n'y a pas véritablement de congrès au sein desquels on tranche les questions programmatiques, doctrinales. Bon, voilà. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est-à-dire que la nouvelle génération, parce qu'ils sont souvent quand même beaucoup plus jeunes que Mélenchon, exige, c'est ce que disait Clémentine Autain, une démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire une démocratie directe, loin de là, il n'y a pas beaucoup de partis qui fonctionnent comme ça, mais au moins des procédures, des procédures électives où on ne vote pas simplement qu'à main levée, au coup par coup, et on revote quand le résultat n'est pas bon, et on sache exactement comment sont désignés les dirigeants. On a vu que la direction qui a été constituée récemment, il y a un mois et demi, en fait, n'obéissait pas à des procédures. On a exclu certains, on en a gardé d'autres. On ne sait pas très bien qui a le droit de vote. Donc c'est de ça dont il est question aujourd'hui. C'est comment une organisation essentiellement personnelle va réussir ou non à se transformer en un parti politique, c'est-à-dire en une organisation qui va survivre à son fondateur ou son créateur, à son... Vous parliez de gourou, son prophète, son leader charismatique, peu importe comment on appelle ça. Donc le problème de Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Marie Le Pen a eu du mal à céder aussi à sa fille, autre leader très personnel, c'est effectivement d'accepter de ne plus être ce qu'il était. Alors, on a un cas intéressant en Italie avec le mouvement 5 étoiles, où on a le gourou, si on peut dire, qui lui n'a jamais été élu, Beppe Grillo, et il reste, il s'est petit à petit retiré, mais il a joué un rôle de sage. C'est un peu ce qu'aurait pu faire Mélenchon. C'est ce qu'on avait imaginé au soir de la présidentielle. Ce qu'il n'arrive pas à faire, parce que la grande différence entre l'Italie et la France, c'est qu'il y a une élection présidentielle au suffrage universel direct, et que Mélenchon, au bout du compte, reste persuadé que c'est lui le meilleur à pouvoir rassembler, et qu'il n'y a personne aujourd'hui qui puisse lui faire de haut. Il nous reste 5 minutes. Dernier chapitre dans ce débat, les relations très fraîches entre le leader, le chef des Insoumis, et les leaders syndicaux. La réforme des retraites, on le sait, offre à Jean-Luc Mélenchon une tribune. Tiens, justement, je parlais de ce meeting de Montpellier. On a choisi un extrait de ce meeting. Jean-Luc Mélenchon, l'écoute. Nos enfants ne sont pas seulement en train de se battre pour la dignité de leurs grands-parents qui arrivent à la limite où ils pensaient pouvoir bénéficier à la maison du fruit de leurs efforts, car ne l'oublions jamais, une retraite n'est pas un cadeau. La retraite, c'est ce que vous avez cotisé toute votre vie pour les autres, et les autres cotisent pour vous. Regardez ces petits prétentieux, notre bon maître qui nous parle avec sa badine à la main. Il n'y a pas de système aussi généreux qu'en France. Eh bien, pas à cause de toi, mon pauvre. Grâce aux luttes qu'on a menées,
parce que jamais vous n'avez rien donné sans la lutte. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui parle évidemment du président de la République, mais alors il y a un vrai talent de tribun, ça c'est sûr, et on se demande qui, dans les successeurs potentiels, hommes ou femmes politiques, pourrait avoir ce talent de tribun. Bref, on suivra ça. Sur la relation, ça me permettait d'ouvrir le débat sur la partie retraite et les relations avec les leaders syndicaux. Pascal Perrineau, est-ce qu'il n'y a pas finalement une espèce de contraste là entre voilà, le bruit et la fureur, je reprends la formule, la tonalité des débats à l'Assemblée nationale, et puis et les divisions dont on parle depuis le début de ce débat, et puis l'unité syndicale, l'intersyndicale qui fait la preuve de son unité, qui fait la preuve, qui organise des manifestations qui se déroulent dans le calme, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps dans notre pays. Donc ça aussi, en creux, ça isole un peu plus Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Vous avez cet avis ? Parce que le tempérament de Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il représente, c'est pas une culture très, très favorable à ce qu'on pourrait appeler l'autonomie syndicale, l'indépendance syndicale. Il considère quelque part que le mouvement social, c'est lui. Qu'il doit jouer un rôle tout à fait essentiel dans ce qu'on appelle maintenant le mouvement social. Et que quelque part, il y a, voilà, à côté des syndicats, et peut-être même d'ailleurs devant les syndicats, il y a Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Et donc on assiste depuis des semaines maintenant à cette espèce de chicaya, mais invraisemblable, au niveau des agendas, entre l'agenda de Mélenchon et de la France insoumise et l'agenda du mouvement social dirigé par les syndicats. Et on comprend que ça exaspère littéralement les leaders syndicaux qui sont tout de même, quand on regarde les manifestations, la composition des manifestations, qui sont tout de même les entrepreneurs essentiels de la réussite ou non des manifestations. Donc là, il y a certainement une culture qui est assez allergique à l'autonomie syndicale. Les syndicats, d'accord, à condition que ça tout de même obéisse à Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Catherine Tricot, qu'est-ce qu'il peut faire là maintenant ? Parce que c'est une période intéressante qui s'ouvre, puisque les débats vont avoir lieu au Sénat. Jean-Luc Mélenchon, bon, il n'est déjà pas présent à l'Assemblée, mais bon, voilà, sa stratégie consistait à utiliser ses troupes à l'Assemblée pour finalement donner le ton ou le là du calendrier politique parlementaire. Qu'est-ce qu'il peut faire là ? Moi, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Ce que je note, c'est qu'il y a un appel à la radicalisation, entre guillemets, du mouvement, qui me paraît très problématique, parce qu'elle va contre, justement, la recherche d'unité et d'élargissement du mouvement, qui est demandée par les syndicats et par les autres partis de gauche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une question d'analyse. Qu'est-ce qui est le plus fort ? Est-ce que c'est beaucoup de monde ? Dans toutes les couches sociales de la société, dans toutes les villes de France. Et dans toutes les villes, c'est ce qu'on dit souvent, notamment dans les villes moyennes. Et toutes dans les petites villes. C'est-à-dire un mouvement très fort et très large, ancré, ou est-ce que c'est la radicalisation, peut-être à la gilet jaune ? Et donc, en fait, il y a un petit peu ce débat. Et moi, ce que j'entends et ce que je vois, y compris par la manifestation qu'ils ont eue à la fin du vote vendredi, où ils ont descendu les marches de l'Assemblée en chantant le chant des gilets jaunes, c'est qu'en fait, ce que Mélenchon a en tête, il le dit sans arrêt, il faut radicaliser le mouvement. Moi, je crois qu'il n'en a pas le pouvoir. Je ne crois pas que je pense que c'est contre l'opinion des syndicats, et j'espère que ça ne marchera pas, parce que je crois que ça, c'est une impasse qui nous mettrait dans une situation insensée, quoi. C'est-à-dire qu'on va dans un échec. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à l'échec du mouvement, mais l'échec du mouvement ne se contrebalancera pas par une insurrection qui sera battue. Je veux dire, l'État n'est pas au bord de tomber en France. Un mot de conclusion, Frédéric Savicki, sur la bataille de l'opinion. On peut dire que le gouvernement l'a relativement perdu, depuis, je peux être affirmatif, l'a perdu depuis plusieurs semaines. Mais peut-être que Jean-Luc Mélenchon l'a perdu aussi. Oui, c'est-à-dire que on n'a pas le temps d'en parler, on n'a pas beaucoup parlé du Rassemblement national, mais en embuscade, lorsqu'on regarde les enquêtes aujourd'hui, finalement, c'est plutôt Marine Le Pen et le Rassemblement national qui... C'est la discrétion qui paye, semble, voilà, alors, à tort ou à raison, c'est la question, évidemment, n'est pas là. Et l'autre point, quand même, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est qu'une des faiblesses de la NUPES, qui effectivement n'existe que comme un accord électoral et n'a pas réussi à, par exemple, se doter du fameux Parlement de la NUPES ou à créer une structure pérenne de discussion, d'échange, enfin bon, peu importe, n'est pas identifiée aujourd'hui comme porteuse d'un projet alternatif.
sur la question des retraites et de manière plus générale en matière sociale, économique et environnementale. Il y a énormément de travail à faire. Et le risque, effectivement, c'est que tout ce brouhaha, si on peut dire, ou ces diversions fassent perdre de vue à la fois cet objectif et ne permettent pas aux Français les plus mobilisés d'identifier clairement la NUPES comme porteuse d'une alternative, j'allais dire, crédible sur le plan politique et électoral à moyen terme. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de La Revue Regard, Catherine Tricot, Occident, échec et mythe, voilà, proposé évidemment à trouver dans les kiosques. Merci beaucoup, à bientôt sur ce plateau.